Donc, voici le premier workshop de nos séries de workshops. Donc, tout ce qui est apprentissage automatique, c'est très, très important et essentiel. Donc, quels sont les objectifs? Compte tenu de la démographie et différents backgrounds, c'est vraiment un bel endroit de commencer ici avec la question qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Quels sont les différents types d'apprentissage automatique? Quelles sont les tâches du machine learning et le contexte aussi. Et donc, on va se rendre compte des différents problèmes à solutionner au travers de nos différents workshops et on va essayer de vous mettre en contact avec les vrais problèmes sur le terrain et aussi vous familiariser avec tout le contexte afin que vous puissiez être en mesure de faire vos propres recherches sur Internet et de trouver les réponses que vous cherchez. Donc, c'est quoi en fait le machine learning, l'apprentissage automatique? Donc, c'est l'ordinateur qui apprend en fait. Donc, plutôt que nous essayons de développer des programmes d'ordinateur pour être capable de traiter des informations et solutionner un problème, on laisse la tâche à l'ordinateur de trouver l'algorithme en fait et de faire sa propre transformation d'un apprentissage automatisé vers des données expérientielles. Donc, l'apprentissage automatique se concentre sur le développement de programmes d'ordinateur qui utilisent des données pour apprendre eux-mêmes, en fait, comment traiter l'information. Et habituellement, l'ordinateur a besoin de travailler très, très fort pour comprendre, en fait, et extraire l'algorithme. Mais avec... Comme nous, à l'école, par exemple, on apprend les mathématiques, le calculus et tout ça. Ou encore, quand on parle de tout ce qui... Ça, c'est des choses qu'on a apprises, mais si on pense à la cognition et tout le développement comportemental, mental, intellectuel, c'est des choses qu'on ne nous a pas appris, mais qui ont évolué à travers notre propre expérience de la vie. Donc, l'approche traditionnelle avant l'IA, c'est qu'on donnait, en fait, on nourrissait la machine d'une donnée, on mettait une fonction qui est un algorithme, l'ordinateur s'occupe de simplement répliquer la fonction qu'on lui donne avec les données et nous produit des données à la sortie. Donc, avec le machine learning, on lui donne des données et on s'attend à recevoir certaines données à la sortie. Donc, c'est l'approche vraiment de machine learning où on laisse la machine figurer et comprendre ce qu'elle doit produire. Donc, encore, je vous montre avec la même idée. On a le côté traditionnel à gauche et on a le côté machine learning à droite. Donc, on nourrit la machine, comme on dit, on lui donne les données de formation et les résultats désirés. Et l'ordinateur s'occupe d'exécuter les codes pour créer ce qu'on appelle un modèle, qui est la clé secrète pour résoudre le problème. Et ce modèle est ensuite connecté à un autre système qui nous permettra de faire des prédictions. Et ensuite obtenir les résultats que l'on recherche. Donc, cette première phase, c'est la phase de formation, de training, et la phase 2, donc la phase de testage, de prédiction, peu importe comment on veut l'appeler. Donc, ici, ça doit être très clair ici. Et on voit vraiment la différence ici avec la phase 2 par rapport à l'approche traditionnelle de développement de logiciels. Dans la plupart des cas, on voit une séparation très claire entre les deux phases du machine learning. Un exemple, un programme de base qui, même tous ceux qui ont fait juste un premier cours de base au niveau du codage, comment passer de Celsius à Fahrenheit. Donc, si vous êtes un programmeur, vous allez inscrire un codage comme ça. On veut les Celsius à l'entrée, les Fahrenheit à la sortie, et la formule secrète est ici.
qui nous permet d'obtenir cette transformation, en fait. Et donc, qui crée et qui bénéficie de cette formule? Les différents scientifiques nous donnent ces informations que nous, en plus, on peut coder. Par contre, à la base, sans ces scientifiques ou ces gens qui nous donnent ces données, on n'a pas accès à cela. Donc, imaginons un monde où on connaissait, en fait, on était au courant que c'était possible de calculer la température avec deux valeurs différentes, Celsius et Fahrenheit, mais on n'avait aucune idée comment obtenir ni l'un ni l'autre ou passer de l'un à l'autre. Donc, on a des données et ensuite le programmeur crée un code pour une modélisation mathématique, en fait. Une fonction qui va nous donner une image de où se trouve le Celsius par rapport au Fahrenheit et comment passer de l'un à l'autre. Si on se rappelle de nos cours de sciences au cégep, au secondaire, on essaie d'observer des données dans le laboratoire qu'on avait obtenues. Par exemple, on avait une donnée de base, on avait des données à la sortie et on essaie de tracer une ligne dans un graphique pour voir le lien entre les deux. Donc, c'est le même processus, c'est un nom plus sophistiqué, machine learning, pour faire exactement la même chose. Comme si, en fait, nos machines étaient intelligentes, entre guillemets. Hein? Quel type de machine learning a-t-on, en fait? Donc, les trois classifications de base basées sur l'apprentissage, basées sur comment fonctionnent ces différents algorithmes. Donc, on a trois grandes catégories dans les bulles blanches: l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage avec renforcement. Donc, supervisé et non supervisé, on va en discuter un peu plus en détail. Il y a un aspect de supervision. Le côté renforcement, c'est quelque chose qui est renforcé. Hein? Donc, voilà, quand il y a un retour, quand il y a une récompense suite à certaines actions dans un certain environnement, donc la machine reçoit une récompense qui va l'informer de son niveau de performance, en fait. Par exemple, on peut regarder au niveau des jeux en IA, de la navigation robotisée. Donc, on ne parlera pas vraiment de l'apprentissage avec renforcement, mais c'est un aspect intéressant, plus spécifiquement pour d'autres projets, et on aura plus de séances à ce sujet-là un peu plus tard. Mais pour vous donner une idée de l'apprentissage supervisé et non supervisé, donc il y a un signal qui nous indique quelle est la valeur actuelle qui se retrouve dans l'ordinateur. Donc, on voit des images de chats et de chiens. On voit que les chiens sont identifiés chien, chat. Dans le deuxième cas au milieu, les chiens et les chats sont identifiés plutôt que d'être en catégorie de chat-chien, ils sont en valeur continue. Par exemple, avec leur poids en livres. Et après, on a les données qui ne sont pas identifiées, donc juste les images, pas de données. Voilà, et tout ce qui est label, donc identification, se retrouve sur l'axe Y, et les données que l'on donne à la machine se retrouvent sur l'axe X. Quelques exemples des tâches les plus communes, en fait, qu'on utilise en machine learning de nos jours. Donc, par exemple, dans notre boîte courriel, on nous demande parfois, confirmez-nous, est-ce que ce courriel est du hameçonnage ou non? Est-ce que c'est du spam ou pas?
et on le mettra après dans la boîte courriel. Ensuite, ce serait la valeur Y et la valeur X, ce serait l'adresse courriel, par exemple, le texte qui est écrit, le message. Donc, parfois, ça fonctionne très bien, d'autres fois, pas super bien. Et on aimerait en fait atteindre un niveau où ce soit un maximum performant. Hein. Donc, on voit que les systèmes s'améliorent au fil des années, mais il y a encore place à l'amélioration. Encore une fois, un exemple avec la reconnaissance digitale ou encore les autos automatisés à conduite automatisée. Donc, le côté output data, donc les données qui vont venir à la sortie, c'est l'axe Y, hein, par exemple la cible ou l'identification. Tandis que l'axe X, c'est les données qu'on va donner, qu'on va nourrir à la machine, qu'on va lui donner en fait à l'entrée. Et donc, on serait important de regarder, est-ce que c'est des données supervisées ou est-ce que c'est un apprentissage supervisé ou non supervisé? C'est des questions qu'on va se poser au départ. Les différents problèmes se posent avec l'apprentissage supervisé, non supervisé. Les catégories labellisées ici, dans un premier cas, et la catégorie du milieu, c'est au niveau numérique. Donc, dans un premier temps, on prend les données et on les classifie dans différentes catégories. Un exemple, c'est les détecteurs de la reconnaissance faciale. Donc, par exemple, l'aspect régression, ça va être, si on regarde le marché d'actions et tout ça, on voit différentes données qui changent constamment. Ça nous permet de faire des prédictions, prévoir ce qui est à venir, les différentes données. Donc, en commençant en ML, ce qu'on appelle donc le cours pour apprentissage automatique, c'est souvent des cas comme ça qu'on va rencontrer. Quand on regarde à l'apprentissage non supervisé, c'est fait de façon assez innée. Par exemple, des choses qu'on fait au quotidien. Si on prépare une salade, il y a certains légumes qu'on n'aime pas dans la salade. Si on est au restaurant, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève de l'assiette, on les regroupe tous d'un côté de l'assiette et on mange ce qu'on aime. Donc, une application plus pratique, comment on l'utilise? Donc, la catégorisation des clients, par exemple, les grosses compagnies qui, par exemple, vont utiliser des campagnes, vont faire des campagnes de financement, de marketing pour cibler leur niche. Ce serait un exemple. Ou encore quand on nous propose sur Internet des items qui ressemblent à des choses qu'on a achetées par le passé. Donc, il y a eu un assemblage et un rassemblement de ressemblances au niveau des caractéristiques des objets ou des choses sur lesquelles on a cliqué par le passé. Donc, c'est assez utile pour solutionner plusieurs problèmes au niveau marketing. Donc, au niveau des données un peu plus grandes, il se peut qu'on ait besoin de réduire certaines données parce quand on a une trop grande densité au niveau des données, c'est plus difficile de les calculer, de les regrouper, d'en faire quelque chose. Donc, bien sûr, on ne prend pas ces deux termes de façon... c'est plutôt de façon figurée. Donc, passons maintenant à d'autres formes, d'autres aspects de l'apprentissage qui sont une extension, en fait, une suite de ce qu'on vient de voir. Donc, je les passe rapidement juste parce que ça pourrait peut-être vous soutenir et vous aider dans vos prochaines recherches pour les projets sur lesquels on travaille maintenant. Donc, on a le transfert d'apprentissage. Donc, la phase de formation, de training, nous donne la clé magique qui nous permet de solutionner des problèmes de façon automatisée pour la machine, en fait. Quand on fait l'apprentissage, le transfert d'apprentissage, on l'utilise plutôt dans des cas où on n'a pas assez de données, où on n'arrive pas à former ou à entraîner notre modèle, en fait.
On va créer en fait un modèle préformé, donc un modèle qui a été entraîné pour faire une autre tâche, accomplir une autre tâche. On va l'utiliser et on va l'adapter ou le raffiner pour ce que vous voulez faire, que vous cherchez à faire dans le moment présent en fait. Donc, il y a plusieurs modèles préétablis, préformés, préparés en ligne qu'on peut trouver. Par exemple, si on veut faire, par exemple, pour des données qui viennent d'une production, en fait, une production de base, on peut utiliser ces modèles, en fait, préparés et préformés en ligne et les adapter ensuite à la problématique que l'on souhaite solutionner. Donc, on a deux modèles dans le modèle batch. Donc, on a la clé secrète qu'on veut déployer pour créer un algorithme pour le machine learning, pour qu'il nous crée un modèle et en fait, nous soyons en mesure de nous prédire les données que l'on veut extraire à la fin, qui seront notre résultat final finalement. Un autre exemple, quand on porte des masques, oui, depuis qu'on porte des masques à cause de la COVID, plusieurs systèmes de reconnaissance faciale ne fonctionnent plus et doivent intégrer un espèce de feedback dans leur système pour être en mesure de le mettre à jour et de continuer à identifier les visages, en fait, mais d'une nouvelle façon. Donc voilà, donc ça c'est plutôt le côté plus vivant en ligne, contrairement au modèle de batch qui est plus, qui est plus statique et qui garde toujours la même formule secrète qu'on appelle la même clé secrète. Donc la clé ici dans la formule online, c'est de recevoir un feedback qui va créer un loop, format circulaire et qui va toujours nous redonner des nouvelles données pour être en mesure d'améliorer le système. Et donc, ici, quand on a l'apprentissage multitâche, c'est qu'on n'a pas seulement des chats et des chiens ou juste des chiens, on a des humains, des chiens, des chats, on a plusieurs données. Donc, il doit apprendre plusieurs tâches à la fois. On fait plus d'une chose à la fois de façon intelligente. Donc, différentes données qui fonctionnent avec différents modèles. Une autre formule d'apprentissage, une autre forme d'apprentissage s'appelle Ensemble Learning, donc l'apprentissage d'ensemble. Donc, c'est un modèle qui a prouvé en fait son succès et sa fonctionnalité, sa pertinence. Donc, on prend différentes données de différentes catégories et on les modélise de façon à les assembler en une catégorie qui peut servir d'outil d'entraînement pour la machine. Donc, on peut prendre par exemple output 1, 2, 3, donc 3 différentes données. Ça pourrait être des moyennes, ça pourrait être différentes dates au calendrier et les combiner en un total, un score total, et on utilise souvent ce modèle dans la vie de tous les jours pour solutionner des problèmes très pratiques qu'on rencontre au quotidien. Et on pourra aller plus en détail dans les prochaines semaines, évidemment. On aura d'autres opportunités de se rencontrer et d'en parler plus en détail. Donc, comment approcher, comment aller de l'avant avec ce problème? Où commencer? Donc, comment savoir quel type d'apprentissage choisir? Donc, ici, c'est je vous montre juste une extension, en fait, un déploiement de ce que je vous ai montré un peu plus tôt. On ne peut pas juste lui donner une formule et dire, OK, continue comme ça
fait tout ce qu'il faut. Non, on doit le former avec certains algorithmes qui sont basés sur les données qu'on rassemble, mais il faut rajouter en fait une étape, une capacité à la machine. Parfois, on remarque, par exemple, notre propre ordinateur, notre téléphone ne reconnaît pas notre empreinte digitale parce qu'il y a certains facteurs qui entrent en compte. Donc, on doit continuer à valider le système parfois jusqu'à ce qu'il soit si précis en fait, qu'il fonctionne de façon optimale. Ne s'arrêtons pas trop sur les petits détails ici, mais juste les écrans en bleu peut-être. Donc, voici peut-être plus les grandes catégories qui sont importantes pour solutionner le problème de machine learning. En bleu ici. Donc, on définit notre problème, la caractéristique de notre problème ensuite, le cadre, l'environnement dans lequel on travaille, le modèle de visualisation, ensuite la pré-traitance des données, le nettoyage des données. Ensuite, on applique l'apprentissage, le modèle d'apprentissage. Et ensuite, à la fin, le dernier rectangle, c'est la maintenance du modèle, simplement, pour qu'il continue à bien fonctionner. Donc, 4 différents aspects pour terminer. Donc, le type de données. Il y a différents types de données, évidemment, qu'on peut utiliser, comme vous voyez ici. Différents modes, des images, des différents médiums, des vidéos, audio, texte. En premier, on doit comprendre quel type de données on a et comment mieux représenter ces données, en fait. Quelle est la façon optimale de les représenter? Par exemple, on a une image ici. On peut, en fait, les représenter sous forme de matrice. Dans le cas de l'audio, on peut le représenter avec différents vecteurs ici. Différents types de données ou plusieurs types de données ont des représentations qui utilisent des détecteurs physiques, en fait, basés sur des formules théoriques, parce que c'est facile, comme ils sont basés sur des valeurs numériques, en fait. Et c'est ce qu'on voit souvent en machine learning. Une fois qu'on a représenté nos données, donc on doit passer à l'extraction. On ne peut pas juste utiliser les données et les donner à la machine. Donc, même si on a les données, on ne s'est pas dit qu'on a nécessairement les différentes caractéristiques de nos données. Donc, on voit ici que le dôme, l'architecture ici, tout est mis en surveillance et encerclé au niveau des données. Hein? Les différents gradients, on voit les angles. Et même au niveau du son, on ne peut pas utiliser les données directement. On doit les pré-traiter, en fait. Elles doivent être extraites pour vraiment identifier où se trouve l'accent, la tonalité, la voix, le son. Donc, on doit vraiment extraire les données en pré-traitance, qui est un peu une étape indépendante du machine learning, mais nous permettra en fait de les offrir à notre machine par la suite. Ensuite, l'ingénierie, au niveau des caractéristiques. Donc, essayer de rassembler en différentes catégories les données, en fait, pour que la tâche soit plus facile à performer et à appliquer à la machine. Donc, on peut séparer, par exemple, comme on voit ici, en différentes catégories. Chat, automobile, camion. Et on voit aussi... donc, à gauche, on voit une transformation un peu des données, par exemple, mettre un carré autour de l'image pour être mieux capable de les traiter ici à droite, comme on voit, en apprentissage non supervisé. Une façon de mettre en surbrillance la différence entre les différentes catégories. La représentation des données, hein, une autre étape très importante.
Donc ici, c'est juste pour vous donner une idée. On peut aller plus en profondeur si on se spécialise dans ce projet-là par la suite. Donc différentes catégories ici. Les différents modèles de machine learning. Donc les différents modèles qu'ils nous nomment. Donc ici, c'est un modèle, par exemple, en guise d'exemple qu'on utilise dans la vie de tous les jours, l'arbre de décision. Donc un exemple ici, juste pour connecter à notre projet d'aujourd'hui, un modèle linéaire, on a différents paramètres. Donc ici, on se rappelle, X, c'est la valeur que l'on donne à l'entrée et Y, c'est la valeur à la sortie. Voilà, si ça dépasse vos connaissances pour l'instant, aucun problème. On a des modèles de machine learning qui s'occupent de tout ça pour nous. Qui s'occupent de tous les paramètres. Donc, bêta 1, on multiplie aux données à l'entrée et bêta, l'autre bêta est additionné. Donc, on s'y voit ici qu'on a des données en 2 dimensions. Les points rouges qui sont éparpillés un peu partout, avec une ligne bleue qu'on trace pour rassembler un maximum, pour couvrir un maximum de données. Et on a ici un espace qui nous démontre l'erreur, la différence entre ce qui est représenté sur la ligne, donc les entrées, les données entrées à la case sur la ligne X. Donc la différence entre cette ligne X, les données à l'entrée versus les données à la sortie. Donc, et voilà, ce qu'on avait prévu, en fait, recevoir à la sortie sont les points rouges qui se retrouvent, les points rouges qui se retrouvent le plus près de la ligne bleue, et les autres points autour, c'est ce qu'on a vraiment, c'est ce qu'on a reçu à la sortie. Donc, on voit 0.7 ici. On voit la correspondance sur la ligne Y. Donc, on voit ici que ce qu'on avait prévu, ce que le modèle avait prévu et prédit, il y a une variance entre ce qui est vraiment sorti. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'erreur, en fait. Et on doit noter ces données afin de raffiner le modèle et de le rendre meilleur. Donc, pour modifier le modèle, on va vers la fonction, le loss function, la fonction perdue, traduction très libre. Donc, ce qui veut dire, c'est comment combiner les données. Et donc, ne vous attardez pas aux mathématiques si ce n'est pas votre domaine. On peut utiliser des modèles de données et des templates en ligne. Donc, le premier Y, c'est les données prédites. Et le YI avec le hat, le chapeau, hein, l'accent circonflexe, c'est ce qui est vraiment sorti, en fait, à la fin, comme données. Voyez-le comme une fonction, en fait, qui mesure un score entre ce qu'on avait prévu et ce qui est vraiment sorti comme données. Pour résoudre ce problème, nous devons utiliser une formule mathématique basée sur l'optimisation des fonctions. Donc, si c'est la mesure de l'erreur faite par le modèle, nous devons réduire ce niveau d'erreur en le rapprochant le plus possible de 0, si c'est possible, afin d'obtenir un modèle de prédiction le plus optimal.
Donc ici, c'est ce qu'on utilise, la fonction d'optimisation. C'est ce qu'on utilise en fait pour réduire le taux d'erreur et le rapprocher de zéro le plus possible. Donc on voit ici, on commence avec une valeur et on descend le long de la courbe dans une direction jusqu'à ce qu'on atteigne le point minimal et on s'arrête là. Et ça, c'est le mieux qu'on puisse faire pour minimiser cette fonction, cette erreur. C'est ce qu'on va utiliser ici. Ce sera en 2 dimensions parce qu'on a deux différents paramètres dans le modèle linéaire. Bêta 0 et bêta 1 qu'on va utiliser. Parce que le graphique a cette identification ici. Donc, dans ce cas, on voit que juste comme dans l'image, on commence du haut ici et on descend en suivant son curseur jusqu'au bas. Bon, donc, dans un modèle linéaire, ça représente le zéro absolu, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être le zéro absolu en côté pratique. Comment optimiser et sur quelle base, en fait, pour optimiser ce modèle? Donc, le processus qu'on appelle training, donc formation, c'est le processus de glissement des données vers le bas, en fait, qui l'amène le plus près du zéro absolu. Donc, le taux d'apprentissage, c'est la valeur numérique qui représente à quel point, à quelle vitesse ou à quelle vitesse les valeurs descendent au fil de la courbe. C'est la raison pour laquelle le machine learning peut être assez difficile. Et donc voilà, comme on a parfois quand on a beaucoup de données, on va utiliser le modèle GPU qui accélère les données en fait, surtout quand on a un taux de densité très élevé. On utilise le modèle GPU parce que la densité des données est très élevée, souvent sont plus élevées, et les dimensions aussi sont très élevées, et le travail de surface comme ça peut être assez compliqué. C'est une façon très complexe de faire de calculer le glissement de données, là. Voici un exemple de ce qui se passe au niveau de la session de training, de formation. On voit que la ligne va s'aligner vers une valeur optimale, hein, le meilleur alignement, l'orientation optimale. Et les paramètres et donc les paramètres qu'on va trouver qui permettent l'alignement optimal sont les paramètres à utiliser, qu'on appelle la sauce secrète, la clé. La clé. Test and training, as we split the data set into test and training. A given data set, you can split it into test and training. But in addition, in many cases, we actually need to have. Donc, dans plusieurs cas, en fait, on a la formation et la phase formation et test qu'on fait que l'on performe en une instance. Mais il y a des moments où on va devoir le valider et passer en 2 étapes et de le valider avec d'autres contre-données. Donc, le processus de validation dans le deuxième exemple, on l'appelle comme en suspension parce qu'on attend vraiment de le comparer à d'autres données. On peut aussi utiliser la validation croisée. Donc, parfois, avec la validation croisée, il peut y avoir des données qui ne sont pas valides et les données sont souvent... il peut arriver que les données soient un peu limitées. Donc, la validation croisée, c'est simplement de refaire cette validation encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on élimine les données insignifiantes et qu'on ne garde que l'essentiel et les données optimales, en fait, pour réduire notre taux d'erreur.
Donc, l'évaluation métrique des données. Donc, en complétant les valeurs des dernières fonctions, peu importe les caractéristiques qu'on choisit, donc, chaque étape de l'échelle qui descend en fait vers le glissement de données, on descend d'un cran à chaque fois que l'on termine le traitement d'un ensemble de données. Et c'est la courbe ici qui nous indique si notre modèle est en optimisation ou en perte. The loss function that you actually optimize here, the value of J here in this case, or F here in this case. Donc, validité d'autres valeurs, on les appliquera aux deux étapes, donc l'étape de validation, l'étape de formation, qui n'est pas utilisée pour la formation nécessairement, mais juste pour l'évaluation. Et on voit, comme la courbe descend ici dans le modèle de droite, les pertes diminuent évidemment. Et ici, on voit à gauche, quand on voyait le chat versus le chien ici, on peut voir que la validité augmente. Au fur et à mesure que la courbe évolue, la validité augmente. Donc, parfois, on va voir qu'il y a d'énormes variances entre les données. Parfois, le modèle de formation va performer beaucoup mieux et que les pertes vont être beaucoup moindres, tandis que d'autres fois, ce sera le contraire. Donc, parfois, là, on se rend compte que le modèle, la machine a appris trop de comportement des données, si on peut dire. Elle n'arrive plus à prendre de nouvelles données, en fait. Donc, on a d'autres classifications au niveau métrique ici et on a déjà entendu parler des faux négatifs, des vrais positifs et des faux positifs et compagnie. Il y a deux possibilités. Donc, prédiction classe 1, classe 2, réalité classe 1, classe 2. This is like a generalization of the same thing for like multiple classes. These are some SMC80. Donc ici, on voit 5 classes de données. And you compute the score and you can see this is another. Donc, c'est une autre façon plus imagée de comprendre la transformation de données. You can see if AD is classified wrongly more than like. Donc, on voit que si, par exemple, la donnée AD, c'est plus élevé que la donnée FTLD, on a quelque chose à réparer au niveau des données, à peaufiner. Donc, c'est un modèle c'est un modèle de formation, en fait. Donc, une fois que la machine a été formée à faire ce qu'on lui demande, on a la source de nos données, les bases et la pré-traitance, et ensuite le machine learning et ses algorithmes, et qui nous donnent le résultat qu'on peut appliquer après à notre problème ou à notre qu'on peut utiliser de façon pratique, par exemple, dans tous nos machines intelligentes. On peut aussi demander pour un feedback loop, comme on a dit tout à l'heure. Donc, pour améliorer le modèle, donc on sait que même si on améliore le modèle, ça ne veut pas dire que c'est terminé en fait. On doit constamment monitorer, surveiller les différentes données et l'évolution, surtout que voilà, et on voit ici à gauche, on voit ici qu'il y a des voitures automatisées qui passent très proche de se frapper. On voit ce robot qui essaie de jouer au soccer. Donc, on voit que dans la vraie vie, il y a un pouls différent que juste en théorie et avec les machines. Donc, on doit constamment s'adapter et surveiller l'évolution pour peaufiner nos modèles, raffiner en fait nos modèles de machine learning.
Donc, des petits conseils pratiques. Donc, vraiment de comprendre les spécificités du problème auquel on fait face et qu'on veut résoudre. Les données à l'entrée, la cible, les différentes tâches pour l'apprentissage automatique. Comprendre les données, analyser les données pour les bons patterns et les bons modèles, ainsi que tout ce qui est données un peu faussées et données qu'on peut appeler qui ne sont pas clean, afin de les transformer et de les éliminer un maximum. Et donc, on dit souvent, le modèle est aussi bon que tes données. Donc, on doit choisir le bon modèle de machine learning aussi, qui s'adapte aux problèmes qu'on veut résoudre. Donc, la différence entre la méthode traditionnelle de machine learning et ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage en profondeur. Donc, le deep learning fait tout ce que le machine learning traditionnel fait, en y ajoutant en fait un élément de profondeur, en fait, entre guillemets. Hein? Donc, le machine learning traditionnel est un peu plus en surface. Et les deux, deep learning et machine learning, font partie de l'intelligence artificielle. Donc, j'avais un espace pour les questions, mais je crois que j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Oui, merci, Pavish. Nous avons 5 questions qu'on nous a partagées dans le chat. On n'avait pas eu de réponse encore. Donc, pour l'apprentissage multitâche, est-ce qu'on aimerait avoir un modèle de données capable de traiter plus qu'une donnée à la fois? Oui, parfois, notre téléphone identifie ce qu'il voit et aussi le cadre dans lequel il voit l'image, par exemple, ou des carrés. Parfois, le but est d'identifier plusieurs objets, plusieurs éléments, mais parfois, le but est d'en identifier qu'un. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de combiner ces différentes tâches pour être en mesure de former un tout cohérent pour trouver la solution. Par exemple, quand on utilise Google, les Siri, tout ça, ils utilisent plusieurs informations de différentes provenances. Ils ne prennent pas de l'information que de la caméra, ils prennent aussi de l'information, par exemple, de tout ce qui est senseur lumineux, chaleur. Deuxième question de Paul. Dans l'exemple que tu nous as montré, qu'est-ce qui arrivait si on glissait vers la gauche au lieu de la droite? Ce serait intéressant, ce serait une approche intéressante. Dans quel exemple vous parlez? Dans l'animation. Comme on a vu, cette dernière machine, c'est plus, elle nous mesure en fait le niveau de fausseté. Donc, si c'est plus élevé, ça va être pire, en fait. Donc, cette ligne va être ailleurs, en fait, par rapport au point de données qu'on voit ici. Donc, par rapport aux données... Donc, c'est ça, par rapport aux données qu'elle a déjà, ce glissement fera en sorte que les données soient pires. Ce sera de moins bonne qualité. Et comment s'assurer d'optimiser les données? Comment assurer un minimum global? Ceux qui sont intéressés dans les mathématiques, bien que ce n'est pas ce qu'on recherche à la base de l'optimisation globale, pour la régression linéaire, quand on atteint donc, en machine learning, on n'a pas besoin d'atteindre le global minimum, le minimum global. En mathématiques, oui, mais pas en machine learning. Ce qui est important pour nous, c'est cette hypothèse ici, ce scénario ici où on se retrouve avec une validation la plus basse, la moins élevée, en fait, le taux d'erreur le moins élevé. Donc, pour les fonctions complexes, c'est très rare qu'on arrive à trouver ou à découvrir le niveau, l'optimisation globale.